Bonjour à tous, bienvenue dans Studio 404, l'émission qui traduit pour vous le jargon du web. Aujourd'hui, on va parler du parallaxe et nos deux professionnels de Gaïa, la nouvelle agence, nous diront ce qui a retenu leur attention sur la toile ce mois-ci. A tout de suite. Comme tous les mois, j'ai le plaisir de recevoir André Agide et Sébastien Priolet de Gaïa, la nouvelle agence. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Anne. avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, André, quoi de neuf chez Gaïa en ce moment? Écoutez, ça va très bien et aujourd'hui on est très fiers parce que… Belle actualité. Belle actualité, nous venons de sortir notre propre site internet. La nouvelle version, la précédente datait de 2004, donc elle commençait à dater un petit peu. C'est un chemin semé d'embûches que de faire son propre site internet. Le chemin a été long, périlleux et je crois que j'étais un client un petit peu difficile pour les équipes. Donc c'était un petit peu long. Voilà. Mais bon, aujourd'hui c'est fait et vous êtes très content du résultat. Ravi. Alors aujourd'hui, on devait parler des réseaux sociaux normalement, mais André, vous avez changé d'avis. Pourquoi donc? Alors on a un peu collectivement changé d'avis. On s'est dit que l'activité liée à Facebook était un petit peu chargée. On voulait expliquer aux annonceurs en particulier que les réseaux sociaux et Facebook, il ne fallait pas y aller n'importe comment. On s'est dit qu'on n'allait pas tirer sur l'ambulance. Je crois que le cours de l'action parle de lui-même. On doit être à moins 30%. Ce n'est pas exactement ce qu'on préfère dans Internet. Il y a d'autres sujets dont on va parler qu'on trouve plus sympathiques. Donc on se proposait d'aborder un sujet un peu plus technique dans la lignée du responsive design le mois dernier. Et sans remonter à Galilée, on va vous parler d'un thème qu'on aime beaucoup, qui est le parallaxe. Bon, on y va alors. Le parallaxe, c'est le focus du mois. On va donc parler du parallaxe aujourd'hui. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le parallaxe, encore un terme barbare? C'est vrai, et pourtant c'est un terme qui parle aux amateurs d'astrophysique ou optique et aussi aux amateurs de thrillers américains des années 70, puisqu'il y avait un film avec Warren Beatty qui s'appelait The Parallax View. Dans le cadre du web design, le parallaxe, qu'est-ce que c'est? Alors, la définition stricto sensu du parallaxe, c'est l'incidence du changement de position de l'observateur sur l'objet observé. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous regarde Anne, vous êtes devant un mur de bariolé avec des bandes de couleurs. Si je me déplace le long d'une bande latérale, horizontale, en continuant à vous regarder, ce qui nous arrive tous les jours, je vais avoir l'impression que le mur derrière vous bouge. Et bien, le parallaxe appliqué au web, à la conception graphique d'un site web, c'est la même chose. Ça va consister à prendre plusieurs images d'arrière-plan et à les superposer, à en faire plusieurs couches superposées les unes aux autres et à les faire défiler à des vitesses différentes au fur et à mesure qu'on descend la page du site, ce qui va créer un effet de profondeur de champ et de presque 3D. Et ça permet à un site de proposer une expérience visuelle, graphique un petit peu originale. Alors, je crois que vous avez retenu 2-3 exemples. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, les sites qui ont retenu votre attention? Le mieux pour expliquer ce que ça donne le parallaxe, c'est d'en montrer. Alors, il y a un premier site qui a en fait contribué à populariser ce que c'était que le design en parallaxe, parce que ce n'est pas quelque chose de forcément très très nouveau. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà sur les jeux en plateforme type Mario, où on voit des arbres défiler à une vitesse, puis des rochers à une autre, et on a cette impression de profondeur de champ. Et un site récemment sorti qui a popularisé ce type de design, c'est celui de Nike. Je ne sais pas si on a le droit de citer des marques dans cette émission, en l'occurrence c'est trop tard, je l'ai fait. Ils avaient fait un site qu'on voit à l'écran là en ce moment et sur lequel on défile verticalement et au fur et à mesure qu'on fait défiler la page, on voit qu'il y a différentes couches graphiques qui se superposent et on a cette illusion. Un autre site récent très très réussi qui est sorti avec ce type de design, c'est celui de Victoria Beckham pour une marque de 4x4 que je ne vais pas citer mais qu'on va voir à l'écran. Et là encore, il y a un système quand on descend verticalement et même de temps en temps, il y a des effets d'animation horizontale que l'on voit là à l'écran. On a tout ce jeu graphique très très plaisant, très étonnant, très, très stimulant. Et puis un dernier pour le clin d'œil, c'est justement un site dédié à Mario Kart, où là en plus ils utilisent un scrolling à la fois vertical et horizontal, où on suit le parcours du kart à l'écran en utilisant soit sa souris, soit les flèches du clavier. Dans quel cas les clients ont intérêt justement à utiliser le parallaxe? Parce que j'imagine que c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Alors, pas n'importe comment, ça c'est sûr. Il ne faut pas se lancer dans un design en parallaxe quand on est sur un site institutionnel ou un site de publication de contenu avec des actualités, etc. C'est vraiment plutôt réservé à des sites événementiels destinés à mettre en scène un produit, un univers, une marque, et dans des sites dont le contenu n'est pas forcément destiné à varier.
Par exemple, la parallaxe ne s'adapte pas très bien à des sites appuyés sur des outils de gestion de contenu. Ok, mais c'est une vraie originalité en tout cas pour ceux qui souhaitent l'utiliser. Voilà, c'est sûr que ça permet de créer des sites qu'on n'oublie pas, qui vont marquer un petit peu les esprits de l'internaute. Parmi les autres contraintes qu'on peut citer, il y a des contraintes sur le temps de chargement des pages, parce que de fait, on va charger toutes les images d'un coup, et des images de fond qui peuvent être assez volumineuses. Donc on peut avoir des problématiques de temps de chargement. Et puis, c'est aussi une navigation particulière qui peut déstabiliser certains internautes. Donc c'est vraiment à préférer sur des sites purement événementiels, avec un univers graphique très fort, mais pas pour les sites classiques d'information. Alors justement, le parallaxe, ça renvoie aussi à la problématique du scrolling. André, un mot peut-être là-dessus, parce que je crois que c'est un enjeu important pour les clients. Malheureusement, ça reste un enjeu. Alors le parallaxe, on veut, quand on fait un site en parallaxe, offrir une vraie expérience de navigation aux internautes. Nous, on se retrouve souvent confrontés à des clients qui nous sortent un peu des vieux lieux communs. Qui veulent limiter le scrolling. Alors, ils veulent limiter le scrolling en disant on veut que le site s'affiche sur une page sans scrolling. Et donc, c'est un peu compliqué parce que ça entraîne des contraintes. À l'époque, il y a une dizaine d'années, on voulait avoir des sites en 800-600, résolution 800-600. Aujourd'hui, proposer ce type de site, c'est tout de suite rentrer dans des designs et des ergonomies un petit peu désuètes. Donc, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, la conviction, c'est que le scroll, d'abord, c'est une manière de naviguer qui est utilisée par absolument tous les internautes. Et ça ne les dérange pas? Ça ne les dérange pas du tout. Ça montre une profusion de contenu. On a des technologies qui permettent d'accrocher les barres de navigation, soit en navigation horizontale, soit en navigation verticale pour ne jamais être perdu. Et tous les sites les plus consultés, en particulier les sites de médias, sont des sites sur lesquels on peut scroller quasiment indéfiniment. Et avec un confort de lecture et de navigation qui est toujours présent. Un mot là-dessus peut-être, Sébastien, sur la réticence peut-être des clients à utiliser justement ce scrolling dans le parallaxe. Alors, c'est vrai que c'est toujours à nous ensuite d'expliquer que c'est pas grave s'il y a des choses qui sont en dessous de l'écran et s'il faut scroller. Ça n'empêche pas dans sa conception ergonomique de toujours la prévoir avec bon sens et de mettre les contenus importants en haut et moins importants en bas. Mais en l'occurrence, vraiment, on essaie de faire comprendre à nos clients que le scrolling, c'est plutôt une bonne chose et que ça va mettre en avant la richesse du site. Et pardon, un dernier point là-dessus, c'est que la résolution des écrans qui est utilisée aujourd'hui en 2012 n'est pas la même que celle qui était principalement utilisée en 97 ou 98 ou 99. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous, on passe tout de suite à l'actu du mois. Alors ce mois-ci, André et Sébastien, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur la toile? Sébastien? Alors on a eu envie de parler cette fois-ci d'un site qui s'appelle KissKissBankBank. C'est un site qui est basé sur ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est le financement par le groupe, par la foule. Et à l'instar d'autres sites dont on a entendu parler dans les médias il y a quelques années, comme My Major Company, qui permet aux internautes de financer la production d'un disque par un jeune artiste émergent. KissKissBankBank, c'est un peu la même chose, c'est même la même chose. Et ils proposent aux internautes de financer des projets culturels très très variés. Alors ça peut être la publication d'un livre, ça peut être le montage d'une exposition de photos, etc. Il y a beaucoup de projets sur ce site. Donc c'est une initiative qui est à la fois très sympathique et surtout qui est servie par un site à la conception, ma foi, qui nous a beaucoup plu. Un graphisme qui est élégant, une ergonomie très très bien pensée, puisque sur chaque fiche projet, on va voir le capital dont il a besoin, où est-ce qu'il en est pour être fondé, les internautes qui ont voté, qui ont décidé de soutenir ce site. On peut voir aussi les autres projets qui sont décidés de soutenir. Et en plus, en le parcourant, on tombe sur des projets vraiment très très intéressants. Donc KissKissBankBank, je vous invite à aller consulter le site et à vous abonner à leur page Facebook qui permet d'être informé des nouveaux projets et des projets réussis. André? Je vais rester dans la même veine, ce n'est pas vraiment une actualité, mais pour rebondir sur l'actualité de Sébastien, nous, on a toujours apprécié le site de microworld.org qui permet aux internautes de faire du microcrédit. Et c'était un peu les leaders et ceux qui ont initié le mouvement de crowdfunding en France. Le microfinancement. De microfinancement. Le site est absolument formidable. Et c'est un peu ce en quoi on croit, encore une fois, on aime bien dire ce en quoi on croit dans cette émission, mais voilà, Internet, ça doit permettre de révolutionner la vie des gens, ça doit permettre d'apporter de l'espoir, de changer, de révolutionner les choses. Et ce site-là en est un bon exemple.
Merci à tous les deux. Alors pour notre prochain rendez-vous, si André ne change pas d'avis, on parlera des relations entre agences et annonceurs dans le cadre des appels d'offres. Merci beaucoup. Merci Anne. À très bientôt.